Je remercie la chaîne DBS qui me fait l'honneur de me faire parler de Ndomou, qui a été la personnalité au centre de ma thèse devant la cour et dans la concession familiale à Batoufa. Ça me va tout droit au cœur d'abord. Parler de Ndomou, que j'ai traité dans une thèse de 750 pages en quelques minutes, c'est une gageure. Mais nous allons essayer de condenser l'information en vous disant que Ndomou est le fils aîné d'une fratrie de 4. Son père s'appelait Augustin Ndomou et sa mère Véronique Vouquin. Ndomou est né à Bafou un 26 septembre de l'an de grâce 1926. Monseigneur Albert Ndomou va faire l'école de son village et plus tard il va venir dans la ville de Tchang. Quand il dit son village c'est à Bafou. Après il viendra à Tchang dans la grande mission. C'est là-bas qu'il va terminer ses études au cours moyen 2. Et il fait son entrée au séminaire Saint-Michel à Mélon. C'est en deuxième année de séminaire qui équivaut à la classe de 5e qui passe le CEPE. Et de là-bas il ira au grand séminaire de Colbison. C'est là-bas qu'il sera ordonné prêtre, le 21 décembre 1955. C'est une année de mystère, parce que 1955 est une année charnière dans l'histoire du Cameroun. Charnière pourquoi? Parce que c'est en 1955 que par rapport à l'Église, Rome décide d'ériger le vicariat apostolique en diocèse. Et le diocèse de Konsamba, comme d'autres diocèses du Cameroun, va donc naître le 14 septembre 1955 et dont les Ndomou sont comme les fils aînés des diocèses qui naissent au Cameroun en cette période. Monseigneur Ndomou, en naissant en 1926, est de 2 ans le cadet d'Amadou Ahidjo. Si je fais allusion, c'est parce qu'ils seront plus tard les acteurs d'une histoire. Il est de 2 ans également le cadet de Wandji. Il est de 4 ans le cadet de Monseigneur Jean-Zois. Lorsqu'il est au séminaire, il va innover par sa qualité de vie, par ses prises de position qui sont qualifiées d'iconoclastes. On n'attend pas ça d'un séminariste africain qui doit être docile, qui doit, n'est-ce pas, obéir aux ordres. Et encore, quand cet ordre est blanc, ça prend une autre connotation. Mais Ndomou va résister à tout ça. Et ça va se matérialiser beaucoup dans ce qu'on a appelé dans l'histoire de Ndomou et du tarot. Il avait décidé par lui-même d'imposer la consommation des mets camerounais aux prêtres blancs. Il leur reprochait d'interdire aux séminaristes de consommer le pain parce que c'était une nourriture blanche et que c'était bon pour le macabo. Il a demandé où est la valeur de la communion, le repas fraternel que Jésus avait eu avec ses apôtres avant de s'en aller au ciel. Le Notre Père qu'on célèbre, quelle valeur ça a?
Est-ce qu'on va demeurer à la formule du humanpérisme colonial? Oui, mon père, oui, mon père. On est en position inclinée chaque fois. Quand est-ce que l'Africain va être debout? De là-bas va naître l'ambition de Monseigneur Albert Ndomon de lire l'Évangile avec les lunettes africaines. Père Angèle Benvin, qui est le cadet de Ndomon de 4 ans, disait quelque part qu'on ne peut pas lire la Bible futon juif sur les bords du Jourdain comme on la lirait en Afrique. Parce que l'Afrique a sa manière de parler au monde, l'Afrique a son langage. Et voudrait bien parler au monde sans qu'on lui chuchote à l'oreille ce qu'il faut dire. Sans qu'on lui chuchote à l'oreille la manière de se tenir debout. L'Afrique, c'est ça. Et Benvin terminait en disant la chance du monde de demain, c'est l'Afrique. Les monseigneurs Ndomon vont incarner ça depuis leur formation au séminaire. Et c'est mieux par cette conviction qu'il dira aux prêtres blancs, si vous me chassez du séminaire, je créerai ma propre église, j'attire au monde. Et les prêtres blancs arriveront aussi à la conclusion que si on sort un gars comme ça du séminaire, c'est créer d'autres tendances qu'on a de la peine à contrôler. Ndomon est donc retardé au séminaire de 2 ans et n'aura donc son ordination que le 21 décembre 1955, la veille de Noël de cette année-là. Mais 1955, comme je l'ai dit, n'est pas charnière seulement parce qu'on a érigé les vicariats en diocèse, c'est aussi charnière parce que c'est en 1955, au mois de Pâques, à la période pascale, que les vicaires apostoliques, pas encore évêques, vont adresser aux fidèles chrétiens, catholiques, une lettre passée dans l'histoire comme lettre commune des vicaires apostoliques à leurs fidèles. Ce qui est important pour nous, c'est que cette lettre demandait aux fidèles chrétiens de ne pas adhérer à l'UPC qui était un organe de Satan. Tout fidèle chrétien qui était allié à cette formation politique communiste, et le communisme était condamné par le souverain pontife, l'ont-ils dit, était donc voué au feu de l'enfer. Ndomon va grandir dans les champs de café à Bafou. Son père était planteur avant d'être bricoleur plus tard. C'est dans ces champs de café que Ndomon va grandir au petit séminaire qui est même bâti dans les champs de café. Et c'est dans les champs de café que Ndomon allait discrètement apprendre les messages que Nobé ramenait des Nations Unies, où il était allé déjà en 1952. Donc avant sa sortie du séminaire, Ndomon assistait aux réunions de Ruben Nobé dans les champs de café de Melon. Donc c'est ce Ndomon-là qui est donc sacré prêtre en 1955. Et 1955 est l'année où politiquement commence ce qu'on appelle les guerres d'indépendance. Conclusion, il sort des phénomènes d'interrogation pour entrer dans les interrogations. Et il va donc vouer sa pastorale à rechercher les réponses à ces questions que pose l'histoire. Et au nombre donc de ces questions que pose l'histoire, il y a comment redonner vie et espoir à son peuple. Voilà le fond du message que portera Ndomon. Et sur le chemin Ndomon, le politique va faire interférence. Et Ndomon va donc comprendre que pour atteindre ses objectifs d'aménagement du social, il va affronter le politique. La politique va l'amener à rencontrer Aïdjo. D'abord en mission évangélique pour asseoir la paix en ralliant Wangé, ce qui va provoquer l'arrestation de Monseigneur Albert Ndomon le 28 août 1970 et les procès qui vont suivre en décembre 1970, la condamnation à mort, la grâce présidentielle, la libération et l'exil. Je ne sais pas si tout ce que je vais dire vont contribuer à enlever cette obscurité, parce qu'il y a des fondamentalistes qui ont validé la thèse de la trahison. Dans ma thèse et dans la revue d'histoire, au sous de l'histoire dont nous sommes en train de faire la promotion, nous disons que nous avons publié la lettre d'accusation qui est la lettre presque officielle de l'UPC, signée de son secrétaire général de l'époque du journal, Adolphe Makambintolo. Et nous avons publié à côté la réponse de Monseigneur Albert Ndomon. Dans cette réponse, il pose la question de savoir j'ai trahi pour bénéficier de quoi? Parce que toute trahison
devait normalement apporter un bénéfice. Pour bénéficier de 6 mois d'enchaînement sur le lit dans la prison de Tcholiré, où il faut rêver être avec Dieu pour pouvoir sortir vivant, pour faire 5 ans à Tcholiré, pour connaître l'exil, parce que l'interview qui passe après l'exil justement, pour aller vivre le froid canadien, j'ai trahi pourquoi. Et donc le titre global de cet article, c'est Non à Makambintolo, je n'ai jamais trahi mon frère Ernest Ouandjé. D'ailleurs, Monseigneur Albert Ndormo apprend la mort de Ernest Ouandjé qu'après sa prison, parce qu'ils étaient séparés. Maintenant, quant au rapprochement, dans mon travail, j'ai fait un clin d'œil sur le rapprochement entre Monseigneur Thomas Mongo, qui était d'Egni Bassa, et Ruben Unyobe, et qui a abouti à la mort de Ruben Unyobe. Mais Monseigneur Thomas Mongo, en tant qu'individu, n'avait jamais été inquiété. On peut faire valider la thèse de ce rapprochement qui avait pour mission d'indiquer les cachettes de Ruben Unyobe. Mais ici, nous apprenons que lorsque Monseigneur Ndormo est interpellé par Rome pour donner des explications sur Mongo Plastique, il donne la réponse qu'il a donnée: je suis redevable de Rome pour les questions doctrinaires et non pour les stratégies économiques de la construction de mon diocèse. Mais on lui dit là-bas de ne pas rentrer au Cameroun. Il laisse comprendre que les dossiers qu'il a laissés au Cameroun ne lui permettent pas de rester. Et personnellement, donc, je dis que s'il avait trahi, le précepte de rester à Rome aurait été tout trouvé pour ne pas revenir se faire arrêter et subir le tort, oui. Monseigneur Ndormo est évêque à l'âge de 38 ans, ce qui est déjà trop jeune. Monseigneur Albert Ndormo n'a jamais connu les étapes hiérarchiques pour être évêque, c'est-à-dire curé de paroisse. Il a été vicaire, c'est-à-dire adjoint à un curé. Et c'est de là qu'il commence à graviter les échelons. Il est le premier noir de la curée diocésaine de Nkonsamba à occuper le poste de directeur diocésain de l'enseignement catholique. Or, les piliers de la mission, c'est l'église, c'est l'école et la santé et les hôpitaux. Donc, être directeur diocésain de l'enseignement catholique du diocèse de Nkonsamba signifiait qu'on lui a confié un poste stratégique. Et Ndormo va donc profiter du fait qu'il est directeur diocésain pour commencer le processus de camerounisation des cadres. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir pour directeur le premier Camerounais appelé à remplacer un blanc à la tête de l'école catholique Notre-Dame de Banca. Il avait pleuré à l'époque. Et Ndormo lui a demandé qui va relever ce pays, si ce n'est nous-mêmes. Et donc, il va s'exprimer là-bas. C'est dans le même cadre qu'il s'engage à encadrer la jeunesse, jusqu'à créer l'essor des jeunes. Et c'est même là-bas qu'il connaîtra les plus grandes promotions. Il est donc aumônier diocésain des jeunes. Il va créer le journal Essor des jeunes, et qui avait pour mission, comme tous les journaux, d'éduquer, mais surtout de former les jeunes à la prise de responsabilité future. C'est de ce poste qu'il est nommé maintenant aumônier général de la jeunesse du Cameroun. Et en tant qu'aumônier général, 2 ans plus tard, il est promu évêque du diocèse de Nkonsamba. Nous avons soupçonné, selon certaines écritures, que, étant à esprit contestataire, Rome aurait choisi. Il est d'abord le premier évêque bamileke à nommer à la curie pour répondre à l'UPC, et parce qu'on espérait que par la voix bamileke, il peut parler au bamileke de l'UPC et se faire entendre autrement, mais également que ce poste prestigieux pouvait lui donner les ailes et pour abandonner un peu l'affront qu'il avait contre les missionnaires blancs. Mais ça va lui servir plutôt de tribune donc pour exprimer le caractère profond de ce qu'était Ndormo sur le chemin de la révolution. Et heureusement pour lui, presque les étapes de rupture de sa vie pastorale correspondent au grand moment de tournant de l'histoire du Cameroun. 1955, ordination. 1964, il est le premier évêque à remplacer l'évêque blanc qui avait soupçonné son départ en 1961, et Rome lui avait dit le Cameroun entre encore dans l'indépendance, attendons un peu de voir. Donc il est également le premier évêque
auquel on confie le destin Cameroun dans les mains des Camerounais. Voilà un peu le processus qui l'amène à ce poste. Et pour les 6 années, Dormoun a été évêque pendant 6 ans, donc jusqu'en 70, à l'heure de l'arrestation. Nous ne comptons pas les 3 années de prison qui vont servir plutôt aux négociations pour qu'il démissionne officiellement. Donc même en nommant un administrateur CD Plena, il portait le titre de l'évêque. Il va donc tenir pendant 6 ans au poste. Mais si les 6 années n'avaient pas été très denses par le volume d'activité, on n'en parlerait plus aujourd'hui. Parce que depuis 1970 jusqu'à nos jours, ça fait quand même 51 ans. Vous voyez, 51 ans que ça dure. Et donc, si on en parle aujourd'hui, c'est qu'il a créé cette épaisseur autour de lui. Et l'action qui a trop fait parler de Ndomou, c'est cette affaire Wandje. Dans une autre réponse, j'avais dit qu'avec les activités liées à la pastorale de l'époque, il avait barré la route à Amadou Ahidjo qui voulait nationaliser les écoles catholiques confessionnelles du Cameroun en disant que les écoles étaient le couloir de l'évangélisation des familles et que seule la volonté de Dieu pourrait s'exercer sur eux pour qu'ils libèrent l'école et mettre à la disposition de l'État, non seulement de l'État, mais d'un musulman qui était Amadou Ahidjo. La première rencontre a lieu en 61, parce que quand dans la lettre de Makambé Tolo, il accuse Ndomou de trahison, et il avance certaines dates. C'est là où Ndomou lui dit, mais tu en sais donc quoi? Ma première rencontre avec Ernest Wandje, c'est même avant que je devienne évêque. En 61, il est encore vicaire à Nkonsamba. Et le premier poste de Monseigneur Ndomou, c'était à la paroisse Saint-André de Baham. Ndomou a été chassé de là-bas pour avoir fixé la croix sur le rocher sacré du village, le Fouvou. Vous entendez seulement ça au football. Le Fouvou de Baham, là, c'est un rocher sacré à Baham même. Et Ndomou a dit que Dieu était plus puissant que tous les objets sacrés traditionnels. Il a donc voulu faire la montée de colère des gens de Baham ont fait qu'on l'enlève de là. Vous me permettez comme ça de faire une parenthèse. Ndomou a travaillé toujours dans les zones dangereuses. On a même considéré à un certain moment que l'église catholique des Blancs, ne pouvant pas l'éliminer directement, le mettait dans les zones de maquis et que si les maquis règlent son compte, quelque part, ça va entrer dans les faits divers. La première rencontre, c'est 61. Là, vraiment, c'est entre les deux. Wandje est rentré au Cameroun parce qu'il était déçu de ce que Oumnobé, auquel on reprochait d'avoir mené la révolution de l'intérieur, est mort sous les balles de l'administration coloniale, alors qu'on lui disait, mais déçu aussi parce que Félix Roland Moumia a été tué de l'extérieur. Wandje a dit, je préfère mourir les armes à la main à l'intérieur. Il décide donc de rentrer au pays en 1961 pour combattre le régime de Ahidjo, qu'il a toujours considéré comme un régime fantoche à la solde de l'administration coloniale. Et qu'on avait donc ainsi remis l'indépendance à ceux qui n'en voulaient pas. Il est donc revenu pour essayer de combattre cette politique-là. Mais en 1964, donc, Monseigneur Albert Ndomou est sacré évêque de Nkonsamba. Et la préoccupation de 61 remonte. Maintenant, il est habillé d'une étoffe qui lui permet d'aller un peu plus loin. Et c'est donc lui qui fait la proposition à Amadou Ahidjo de rencontrer et de rallier Wandje. Ce qu'Amadou Ahidjo va accepter sous le couvert d'un certain nombre de signatures avait un document officiel qu'on a appelé le sauf-conduit qui permettait donc à Ndomou d'aller partout. Et c'est le préfet du Mongo, Félix Sabaleko, qui était chargé de lui mettre même le carburant dans la voiture. La première tournée pastorale de Monseigneur Albert Ndomou, en fait, c'est sur l'itinéraire du maquis. C'est-à-dire qu'il va aller en Nkonsamba, en Banga, mais c'est plutôt la piste du maquis qui le guide. Donc pendant qu'il dit les messes, dans les coulisses du pouvoir, il y a le travail en vue de rattraper Wandje. Il va s'opposer à l'administration coloniale d'Amadou Ahidjo par rapport au chien noir. Il y a eu un caddie qu'on a pratiqué quand Ndomou devient évêque et qu'on a appelé le caddie du chien noir. Sur un chien noir,
chacun passait jurer, moi je ne connais pas le maquis, ou bien dénoncer ce qu'il connaît. Et Ndomo a dit que ce n'était pas chrétien, ça les a opposés. Mais plus tard, on saura que c'est derrière ce politique de chien noir que les gens ont dénoncé les cachettes de Wandje et d'autres petits pistes, et qui va amener le gouvernement à pistonner également le projet qu'il a donné à Monseigneur Albert Ndomo. Donc c'est dans cette trame-là que Ndomo va donc rencontrer Ernest Wandje. Non, il était professeur de Table Gabriel. La connexion entre les quatre, c'est que Wandje est plutôt l'ami de classe de Amadou Ahidjo à l'école primaire supérieure de Yaoundé. C'est là-bas que les deux se rencontrent. Même s'ils sont de même génération, c'est là-bas. Mais ils seront, Ndomo et Wandje, les deux ennemis de Ahidjo, chacun dans son interprétation personnelle. Parce que Ndomo a barré la voie à Ahidjo dans beaucoup d'initiatives qu'il voulait prendre à l'encontre de l'école missionnaire. Donc voilà un peu comment se bâtit la rencontre entre Ndomo, donc en deux temps. Premier temps, Ndomo n'est pas évêque, il est abbé, et il disait à Wandje que c'est malaisé de voir un prêtre à l'autel avec l'arme en main en train de dire le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur ne parle pas avec les armes à la main. Et le deuxième moment maintenant, de proposer à Wandje qu'on peut négocier la paix autrement que par les armes. La position que ne défendait pas Ernest Wandje certainement. Et il dit que Ahidjo est consentant. Wandje lui aurait répondu, si je peux te suivre jusqu'au palais, mais j'ai la conviction que si Ahidjo met les mains sur moi, il va me tuer. Bon, et c'est ce qui s'est passé malheureusement, ce que Ndomo va regretter longtemps lorsqu'il apprendra que finalement Wandje a été fusillé à Bafoussam. Monseigneur Albert Ndomo a grandi dans les champs de café. Donc il a été témoin de la mévente des cafés. Monseigneur Ndomo naît en 1926, lorsque le Cameroun est entré sous mandat en 1922. Déjà la Première Guerre mondiale, et plus tard la Deuxième Guerre mondiale, qui s'achève un an avant la sortie de Monseigneur Albert Ndomo du Grand Séminaire, qui atteint un peu les conséquences de cette guerre, pèse encore sur le commun des citoyens 5 ans après. Donc il est ordonné prêtre en 1955, quand les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale pèsent encore. Or, Ndomo a été depuis dans sa vocation engagé dans une politique économique qui doit alléger les souffrances des peuples. Et c'est dans cette trajectoire que Mongo Plastique va trouver même sa naissance, n'est-ce pas? Fabriquer l'outillage pour les ouvriers agricoles et tout ça. Et comme j'ai eu à le dire par ailleurs, pendant qu'il parlait de Mongo Plastique, des matières plastiques, l'État, lui, parlait de plastique TIC et qui disait donc que Ndomo est à l'initiative d'une société destinée à fabriquer les munitions et les armes de guerre. Mais Ndomo va donc impacter sur le Vatican parce que ce discours n'est pas limité aux frontières du diocèse de Nkonsamba. Et en rappelant ce que j'ai dit tout à l'heure, que appelé à Rome pour s'en expliquer, il a dit que les relations qu'il a avec Rome, c'est sur les questions doctrinaires. D'ailleurs, c'est là-bas qu'il démontre à Rome ce que Rome savait, qu'entre l'évêque de Rome et l'évêque de Nkonsamba, il n'y a pas eu une hiérarchie. Mais la hiérarchie naît du moment où on dit qui parlera en notre nom. Et que l'Église catholique décide qu'une voix doit parler au nom de l'Église catholique. Et on a dit l'évêque de Rome parlera en notre nom. Et c'est là où on lui donne l'onction de pape. Et ce que les gens ne comprennent pas souvent, c'est que le pape, à l'exemple de François qui est là, il est d'abord évêque de Rome avant d'être pape, pas l'inverse. Lorsque le pape n'est pas au pouvoir, celui qu'on désigne, c'est l'évêque de Rome. Mais parce qu'il est l'évêque du siège de la chrétienté catholique, il porte le titre de pape. Alors, lorsque Ndomo commence à réfléchir comme ça, et que ces réflexions sortent du cerveau d'un Africain qui n'a pas voix au chapitre, ça continue à déranger Rome. Et Ndomo va maintenant dire ça en grandeur nature lorsqu'il participe à la 4e session du Concile Vatican II, qui est un concile de remise à jour de toute la pensée de l'Église, qui devait intégrer les valeurs fondamentales que posait la jeune Afrique indépendante. Nous nous rappelons que Alioune Diop,
le Sénégalais Alioune Diop, qui va créer une société appelée SAC, Société africaine de culture, en 1960. Et va se rendre à Rome pour dire au pape Jean XXIII, initiateur du concile, qu'au cœur des débats du concile devait être la question de l'Afrique. Si les Européens ont dit que l'Afrique avait la forme d'un point d'interrogation et que l'Afrique interrogeait le monde, oui, l'Afrique doit interroger le monde, mais l'Afrique doit aussi donner des réponses et ses avis aux questions du monde. Et c'est ça qui donne naissance à ce qu'on appelle la présence africaine. C'est-à-dire qu'on connaît beaucoup plus présence africaine comme maison d'édition. Mais le concept est façonné par Alioune Diop, qui est le père spirituel de Père Angèle Bainvin, qui avait même créé un musée et dédié au nom d'Alioune Diop. C'est dans toutes ces mouvances que les Ndomo vont apparaître. Ndomo, en 1955, quand il est ordonné prêtre, c'est la veille de la publication d'un ouvrage par 12 prêtres africains sous le titre « Les prêtres noirs s'interrogent ». Et Rome a demandé de quelle interrogation il peut s'agir. On s'interroge sur quoi? Est-ce que les prêtres africains ont même le droit de s'interroger? Ils s'interrogent sur quoi alors que nous sommes les réponses à toutes leurs préoccupations? Jean Zois, qui était déjà évêque, va fuir de sa participation à la rédaction de cet ouvrage, mais les publications de Ndomo seront sur la trajectoire du fond de cet ouvrage-là. Les prêtres noirs s'interrogent. Lorsque tout cela est amassé, Ndomo se présentait donc comme un danger pour l'Église catholique. La ténacité de la réflexion de Ndomo sera une interrogation. Et comme j'ai déjà eu l'opportunité de le dire, cette église qui est mise en branle par Ndomo au XXe siècle avait déjà commencé les formulations depuis le XIe siècle et avait eu peur que des évêques de la trempe de Ndomo ne transforment leur diocèse en État dans l'État. Nous avons conclu notre travail en disant que, quelles que soient les motivations profondes de l'affaire Wandji Ndomo, Rome en a profité pour mettre sur le trottoir de l'histoire un évêque qui n'était plus au goût du jour par rapport à sa politique impérialiste et coloniale, et c'est ça le fond de l'Église catholique. Moi, je suis catholique, mais là maintenant, quand nous mettons l'Église comme objet d'études scientifiques, ce n'est plus la chapelle. Et donc, le fond de la pensée de l'Église catholique, c'est l'impérialisme. Ils ont les sacrées congrégations de l'évangélisation, de la propagation de la foi, et on trouve leur pendant dans les administrations coloniales, ministère des colonies, ministère de ceci, et les diocèses ressemblent à Rome comme des colonies, n'est-ce pas, où on doit mettre un sous-fifre et servir de baïonnette pour le télécommander. Ndomo n'a pas compris ça. Et Ndomo était le chef d'un grand diocèse, le diocèse sur lequel et partie duquel étaient produits les 40% des richesses du Cameroun. Tout cela, Rome en tient compte. De Bonabéry à Magba, c'est-à-dire que du berceau du christianisme au Cameroun, qui est le foyer de Douala, jusqu'à la pointe de la zone musulmane, donc à Magba, donc il y avait de quoi alimenter un débat. Et donc, Rome, de ce point de vue, avait trouvé que Monseigneur Ndomo, qui était peut-être un privilège au départ, commençait à être une somme d'ennuis à corriger. Et nous avons vu dans le procès de 1970 un prétexte pour le mettre. Lorsqu'on lit les 16 conclusions du Concile Vatican II, il y a une de ces résolutions, c'est même l'une des premières, qui porte sur Église, famille de Dieu. De toutes les façons, si on n'a pas le concept de famille, on ne peut pas bien comprendre. Le mot ecclésia, déjà, c'est la famille. Voilà. Et donc, lorsque Ndomo participe à la 4e session, qui est pour lui la première et qui sera la dernière, il a été désigné évêque lorsque le concile se déroulait depuis 1962. Et donc, lorsqu'il participe à ça, un des miracles de Ndomo, c'est qu'il a réussi à prendre parole. Le concile réunissait plus de 2500 évêques. On les appelait les pères du concile. Dans ce forum, où il y avait difficulté même pour certains cardinaux de pouvoir prendre parole. Qu'est-ce que Ndomo a fait? Jusqu'à aujourd'hui, les interrogations sont là, mais il a pris parole. Et il a pris parole donc pour critiquer déjà l'organisation physique du concile, qui met d'un côté les évêques des pays riches et de l'autre côté les évêques des pays pauvres. Donc le même schéma colonial. Et donc les évêques des pays riches
on a donné aux évêques blancs ou noirs, mais des pays pauvres. Il va critiquer ça. Il va dire que dans la notion de famille, on doit connaître ni riche ni pauvre. Chacun apporte sa contribution à la construction de la grande œuvre. Et la grande œuvre, c'est la grande famille avec G majuscule et F majuscule. L'histoire dit même que lorsque Ndormo va prononcer ce discours, pendant que les évêques de la zone pauvre vont applaudir, le premier contestataire du discours de Ndormo, c'est Monseigneur Jean-Zois du Cameroun. Et il prend la parole pour dire d'excuser ce jeune évêque qui ne comprend pas toute la politique du Grand Concile et qu'on le tolère. Mais c'est à l'inverse de la propagande personnelle de Ndormo. Ndormo était devenu traducteur et il parlait cette langue couramment, Monseigneur Ndormo. Et donc, lors de ce dernier concile-là, c'est lui qui était traducteur pour les Polonais, pour les Grecs, pour les Latins. Si on mettait les popularités sur une balance, on pouvait dire qu'en ce temps-là, il a été même plus populaire que les gens voient les Yves Plumet, qui avaient participé même à la mise en place de tout le programme du concile. Mais il n'attrape le concile qu'en cours de route et impacte sur son déroulement. Donc, ça a renforcé encore la connaissance sur ce Ndormo dont les rumeurs ne parlaient pas. Il y a trop de bien à Rome. Voilà, donc cette illustration, elle est là. Et ça donne seulement l'opportunité de dire qu'on peut prolonger l'histoire en disant que Jean-Paul II, qui va un peu réhabiliter Ndormo plus tard, était parmi ces évêques des pays pauvres là, polonais comme il était, qui ont applaudi sous la table, n'est-ce pas, l'intervention de Ndormo, et que lui, il récompensera plus tard en le faisant rentrer à Yaoundé lors de son premier voyage en 1985, lorsque Ndormo avait déjà purgé 10 ans d'exil au Canada. Alors la destinée commune les a amenés jusqu'à l'arrestation et au procès. À partir de là, on leur a fixé des destins parallèles comme ça. Ils ont été condamnés à mort les deux. Ils n'ont pas purgé leur peine dans la même prison. Ndormo était à Tcholéré. Je venais de vous dire qu'on lui avait dit à Rome que s'il rentre, on va l'arrêter. Il a dit qu'il préfère rentrer. En raison des engagements qu'il avait déjà sur place au Cameroun. Le récit est de Ndormo lui-même, dans beaucoup d'interviews qu'il a livrées à la presse. Au sortir donc de l'avion, le 28 août, il aperçoit à la une de la presse du Cameroun un gros titre. Monseigneur Georges Siam, administrateur CD Plénat du diocèse de Nkonsamba. Ce qui veut dire dans le langage de l'Église que l'évêque en poste n'était plus titulaire du pouvoir. Il n'a même pas lu le contenu du journal. Le titre seul était révélateur et il a compris ce qu'on lui disait à Rome. Dans ma thèse, je dis que donc de connivence avec le gouvernement de Yaoundé, lorsqu'il a opposé une fin de non-recevoir de rester à Rome, bon, alors la coalition du pouvoir s'est mise en branle et puis on a décidé dans les coulisses comme ça, c'est là-bas qu'il découvre ça. Et donc, il se dirige vers Thomas Mongo, qui était son ami et fidèle évêque de Douala. Et c'est là-bas qu'il sera interpellé par la police, qui lui suggère seulement de venir pour qu'on lui pose quelques questions avant qu'il s'en aille en Nkonsamba. C'est bien dit, avant que vous ne montez à Nkonsamba. Et donc, il va demander d'abord où ici, où on dit au bureau. Et lorsqu'il se retrouve dans les bureaux BM de Douala, on lui annonce qu'il était en état d'arrestation. Commence donc sa descente en enfer. Le rôle n'est pas trop, c'est trop pour nous les profanes. Parce que Ndormo lui-même dit qu'entre un État et un évêque, Rome choisit l'État. Parce que l'État est la permanence, l'évêque passe. Mais l'Église doit survivre non par rapport aux individus, mais par rapport à l'État qui est la permanence. Et donc, si Ndormo est une nuisance, Rome peut s'en débarrasser et trouver un autre évêque, mais Rome ne peut pas remplacer un État. L'Église catholique, maintenant, spécifiquement, nous avons dit qu'elle a vocation plus impérialiste que missionnaire.
Ça, c'est quand on met ça en termes d'objet. Et lorsque on dit sur invitation de son Excellence Paul Biya, le pape rendra visite, ça c'est l'État qui fonctionne là. Mais on dit le pape, maintenant c'est l'Église. Donc ça, vous voyez, ce genre de croisement fait que même quand il est là, on voit le chef de l'État avait tendance de se plier, puisque le pape incarne la personnalité divine. Lorsqu'on étudie la théologie pontificale, on voit toute cette épaisseur de pouvoir que sous le couvert de Dieu, le pape représente. Il est vicaire du Christ, il est souverain pontife, il est chef du plus petit État du monde, 44 États. Donc, on ne peut pas voir l'épaisseur du pouvoir pontifical par la dimension et la superficie de son diocèse. Donc, s'il y a un élément qui le met un peu en haut, c'est l'élément Dieu qui est dedans. Et donc, lorsque sur sa trajectoire, un évêque embête, on ne veut pas savoir s'il prie 10 fois par jour avant de se coucher, mais on va voir plutôt si le comportement qu'il mène met l'Église en difficulté avec l'autorité politique quelque part. Si Rome ne bénit pas ça, son sort sera tranché par rapport à ça. Il ira en prison, il va faire 5 ans de prison à Tcholéré. Et j'ouvre la parenthèse pour vous dire qu'il y a 2 Tcholéré au Cameroun. Il y a le Tcholéré 1 qui abrite les services administratifs et le Tcholéré 2 où se trouve la prison est à 34 ou 35 km de Tcholéré 1. Et la prison est presque bâtie sur une île, quelque chose de ce genre-là, entourée de fils barbelés. Les eaux déjà sont une barrière, les animaux aquatiques sont une barrière, c'est à côté d'un parc. Ça veut dire que si quelqu'un se met à se promener là-bas, les animaux peuvent régler leur compte. Nous sommes à l'extrême nord. Les gens ont interprété que Ahidjo avait préféré Tcholéré pour Ndormo pour l'éloigner de son fief où sa popularité était très grande, évitant le fait que les gens peuvent un jour se révolutionner et vouloir forcer les portes de la prison pour le libérer. Donc, il va faire 5 ans là-bas. Ahidjo va alimenter Ndormo pendant qu'il est à la prison, hein. Il lui donne le vin et tout ça. Ndormo même le témoigne. Et dans les déclarations de Madame Ahidjo, il confirme ça en disant que son mari lui avait toujours dit qu'il n'aimerait pas que l'histoire garde de lui le souvenir d'un président qui a tué un évêque. Mais d'autres témoignages disent que dans la perquisition du diocèse de Nkonsamba, l'un des objectifs était de mettre la main sur le sauf-conduit et que si on détruisait ça, ça devait témoigner que Ahidjo et Ndormo ne se sont jamais parlé et valider donc qu'on le mette à mort. Ahidjo aurait, je mets au conditionnel, mais aux yeux des témoins, c'est même pas aurait. Oui, Ndormo a été enchaîné pendant 6 mois, les 6 premiers mois de son séjour en prison. Après ça, maintenant, les vapeurs vont tomber. Il sera relâché puisqu'il faisait même le jardinage. Il cultivait lui-même les salades qu'il consommait. Et donc, la paix entre guillemets, puisque quelqu'un est en prison quand même, la paix étant revenue, Ahidjo va reprendre les choses en considération et donc va donner des ordres stricts pour que l'alimentation de Ndormo et tout soit scrupuleusement contrôlée. Ousmane, gouverneur du Nord à l'époque, était chargé de cette mission, avec à ses côtés Yves Plumet pour le compte de l'Église catholique. Donc, il a fait ça. Et également, il faut préciser que 6 mois après, Rome lui-même avait déjà déclaré que tu es Ndormo, mais envoyez-moi l'évêque de Nkonsamba. Les deux jouaient à toutes ces tricheries-là. Et lorsque vous lisez la déclaration de Jacques Foccart, qui est l'un des grands ténors de l'administration coloniale française, et il répond à la question du journaliste qui lui demandait que est-ce que la visite de Georges Pompidou au Cameroun 3 semaines après l'assassinat de Wandié n'était pas une caution du gouvernement français à ce qui est arrivé à Wandié. Jacques Foccart répond vaguement en disant bon, Ndormo a été gracié, l'autre n'était qu'un maquisard et on s'en est débarrassé. Bon, donc sur les deux côtés, ce que vous appelez ambivalence, ça se mesure. Mais lorsque Ahidjo va accéder à la demande, Ndormo va démissionner en 1973, ce qui permet à Rome
de dire, bon, il n'est plus évêque de Ngonsamba, il faut lui trouver un point de chute. Aïdjo avait mis la condition, si je dois le gracier, on ne peut plus cohabiter. Et d'où Rome maintenant travaillait seulement à chercher aussi un point de chute pour Monseigneur Albert Ndomou. Selon nos recherches, il y a eu deux directions de recherche. Il y a ceux qui ont proposé les pays africains, ça c'est l'une des versions, Côte d'Ivoire et tout. Et on a vu qu'Aïdjo parfois fait des visites dans ce pays-là et il n'aimerait pas que dans ce pays, qu'on ait un prisonnier camerounais de l'autre côté, encore de la trame de Monseigneur Albert Ndomou. C'est ça qui fera aussi qu'on esquive la France. Même les gens n'étaient pas d'accord pour la France. Et finalement, nous nous inclinons à croire que Ndomou, selon ses déclarations, aurait participé lui-même à répondre à la question, puisque lui-même justifie en disant que j'ai préféré le Canada, parce que les congrégations avaient contribué pour beaucoup à l'émancipation de l'Église catholique dans le diocèse de Ngonsamba. Et moi qui vous parle, je suis un pur produit du Collège Saint-Paul, qui a été fondé par la congrégation des frères des écoles chrétiennes. On peut citer Saint-Jean de Mbanga, on peut citer Collège de la Salle à Douala, qui est la version technique, le prolongement de Saint-Jean de Mbanga. Saint-Jean-Baptiste de la Salle étant le patron des éducateurs chrétiens. On peut citer le collège Saint-Joseph des Forts, de Ndian aussi à l'est. On peut citer le collège Vogt de Yaoundé. Vous voyez, leur pendant étant les collèges jésuites, n'est-ce pas, voilà, Liberman à Douala, par exemple. Donc, c'est fort de tout ça, Ndomou va donc se retrouver à Québec. Il va passer 17 ans là-bas. Dans un premier temps, selon le récit et les témoignages de ceux qui lui ont rendu visite, il a été tenu loin du clergé canadien. Donc, mais il allait à la messe. Et par moments, il bavardait avec les enfants. On dit donc que c'est les jeunes séminaristes québécois qui vont découvrir les talents d'un évêque. Et ils vont se rapprocher de leur archevêque pour dire que c'est un évêque camerounais, on va dire oui. Et pourquoi on ne l'associe pas à l'expansion de l'évangile? C'est donc ces séminaristes qui vont amener leur archevêque à se rapprocher de Ndomou et en lui présentant, semble-t-il, une lettre rédigée des mains de Jean Zois qui mettait l'archevêque en garde contre cet évêque rouge qu'on lui envoyait. Donc, c'est pour ça qu'on le tient à l'écart. Mais à partir du moment où il est découvert de cette façon, on partageait avec lui les tâches pastorales. Donc, il pouvait dire les messes, il pouvait faire des confessions, il pouvait donner les conférences, il pouvait donc participer surtout à la formation des séminaristes québécois. Et donc, c'est parce qu'il faisait encore tout ça que Rome va le solliciter une fois de plus pour participer à l'émancipation de l'évangile, à des réflexions. Nous avons appris qu'il a été associé à la réflexion sur le célibat à l'Église catholique et a résumé en quelques centaines de pages une documentation de 14 000 pages et il a synthétisé ça et a donné son point de vue. Il sera tellement influent que les prêtres de l'archidiocèse de Douala écriront plus tard, en 1987, 16 mars précisément 1987, un mémorandum intitulé « Éclairage nouveau » et adressé à Rome, et qui disait qu'à partir de sa position à Rome, Ndomou travaille à la bamilékisation de l'Église catholique qui est au Cameroun. S'en suivait un certain nombre d'autres reproches. C'était suite à la nomination de Gabriel Simo du diocèse de Ngonsamba comme auxiliaire à Douala, numéro 1, et Toné Bakot qui fut plus tard archevêque de Yaoundé, qui était nommé à Douala, et les gens ont fait la lecture que Rome voulait comme ça mettre un Bamiléké à la succession de l'archevêque Tonier, qui était déjà à la porte de sortie. Ça va donc soulever ce courroux et on va écrire tout ça. Et dans cette lettre, donc, on accuse Monseigneur Ndomou d'être à l'origine d'un certain nombre de problèmes. Mais ce qu'on retient dedans, c'est que la théorie qui est restée et que Rome a validée, c'est la théorie de la mutabilité des évêques, qui dit que si un évêque est en mauvaise posture, par exemple à Bafoussam, en l'envoyant à Berthois, ça peut ne pas être le même problème. Et Rome va valider ça. Et le premier évêque sur lequel s'exerce la théorie de la mutabilité proposée par Monseigneur Albert Ndomou,
c'est l'actuel cardinal camerounais Christian Toumi qu'on va envoyer à Yagoua et de Yagoua à Garoua où il sera archevêque à la succession de Yves Ier et plus tard premier cardinal du Cameroun. J'ai écouté sur la place publique à Tchang cette thèse de l'empoisonnement et on est allé même jusqu'à désigner ceux qui ont fait, on l'appelle Nyempeba. Cette histoire que je raconte au conditionnel dit que les Bafou comme Monseigneur Albert Ndomo et que l'administration, en passant par lui, aurait des facilités pour rencontrer l'évêque et que Bafou comme l'évêque, ça devait baisser la garde de l'évêque. Ce qu'on retient et qui est constant, c'est qu'après le repas qu'ils ont pris ensemble, Ndomo sent le malaise et déclare l'empoisonnement. Il dit qu'il y a quelque chose dans ce qu'il a mangé qui ne va pas. Le médecin confirme. Sur ce, Ndomo va entrer dans la maladie jusqu'à mort d'en suivre. Le nom clinique donné à la maladie de Ndomo, c'était le cancer de côlon. Il semble que ça ne monte pas l'épine dorsale. Il en a souffert donc. Et lorsque l'autorité médicale annonce que Ndomo ne peut pas s'en sortir, il y avait maintenant la question de quoi en faire s'il meurt. Le gouvernement canadien déclare donc que si Ndomo meurt dans son statut d'exilé politique, le corps sera incinéré au Canada. Cela va tempêter au niveau du pouvoir politique à Yaoundé. Et tempêter au moins pour deux raisons. La première raison, c'est que le président Paul Biya avait promis à Ndomo de lui donner un passeport pour qu'il rentre au Cameroun. Ndomo a opposé à ça une fin de non-recevoir en disant au président de la République, vous êtes juriste, le président répond oui, il a dit il faut faire fonctionner le parallélisme des formes. C'est un décret qui m'a mis hors du Cameroun. Certainement c'est un autre décret présidentiel qui devait autoriser mon retour au Cameroun. Et maintenant que vous êtes président, il ne vous reste donc qu'à signer un décret abrogeant les dispositions du décret de 1975 pour que je rentre au Cameroun. Le passeport va suivre naturellement. Mais ce décret, le président Paul Biya, jusqu'en 92, l'année de la mort de Monseigneur Albert Ndomo, n'a pas daigné le signer. Et donc, tout cela aurait combiné pour que le président dise « Ah, s'il meurt là-bas et que le corps est incinéré, ça peut venir s'ajouter à d'autres griefs et d'autres colères contre le gouvernement de la République et on risque de ne pas s'en sortir. » Donc, à la déclaration du gouvernement canadien, le pouvoir de Yaoundé va se mettre en branle. Et par le couloir de l'ambassadeur du Canada à Ottawa, le récent premier ministre du Cameroun, qui était donc Jean Philémon, on va faire donc parvenir à Monseigneur Albert Ndomo une lettre que nous avons publiée intégralement dans notre thèse et qui se résume en ceci, vous n'avez jamais rien fait comme problème. Et donc vous pouvez rentrer au Cameroun. On n'adresse pas ça à un mort, on adresse ça à un vivant. Mais la date que porte la lettre, c'est 19 mai 1992. Et Ndomo va mourir le 29, c'est-à-dire 10 jours plus tard. Et nous avons conclu dans notre thèse qu'il n'a jamais lu cette lettre. Parce qu'en fait, à cette heure-là, selon les témoignages même du corps médical, Ndomo ne recevait plus de visite, même de sa propre famille. J'ai dit là-bas. Donc, tout le monde était en prière et le 29 mai, à 21h, heure locale de Québec, Ndomo va rendre l'âme. Et c'est par cette lettre du gouvernement camerounais qu'on doit rapatrier le corps de Monseigneur Albert Ndomo au Cameroun. Lorsque Ndomo meurt, c'est des civils qui courent autour de Ndomo, ce n'est même pas le religieux au départ. Notre thèse nous a donné quand même beaucoup d'informations pour comprendre ça et il nous a conforté sur la thèse du religieux et du politique. L'évêque de Nkonsamba en poste est informé de la mort de Monseigneur Albert Ndomo, son prédécesseur, et avait la question qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'évêque vient chercher le corps de son prédécesseur? Et l'évêque a répondu par une fin de non-recevoir. Donc l'évêque de Nkonsamba n'a pas fait le mouvement. La constance, c'est que c'est Blaise Pascal Talla,
promoteur de Jeune Afrique économique, que certains présentent comme étant le fils réel ou pas, mais de Ndormo, c'est lui qui s'en occupe de toutes les façons et qui prend le corps de Ndormo depuis le Canada. Mais l'épisode Cameroun est ce qui vous intéresse. Lorsque le corps arrive à l'aéroport de Douala, les fidèles étaient amassés pour l'accueillir. Et ces fidèles exigent que le corps fasse escale à la cathédrale de Douala, comme un peu ailleurs où c'est passé, pour une prière avant son départ pour Nkonsamba où il sera inhumé. L'évêque de Nkonsamba, qui ne s'était pas précipité à aller chercher le corps de Monseigneur Albert Ndormo au Canada, maintenant devient évêque de Nkonsamba et veut récupérer ce corps. S'ensuit à Douala une chasse-poursuite derrière un cercueil. Le cortège de l'évêque prend des raccourcis, mais le corps de Ndormo est rattrapé sur le pont de Vouri et ramené à la cathédrale avec l'intervention du préfet du Vouri de l'époque parce que ça menaçait de créer des émeutes. On a donc dit à l'évêque de Nkonsamba que la sécurité, c'est que le corps doit faire escale, comme le demandent les fidèles à la cathédrale. La position de l'évêque de Nkonsamba était que la messe d'inhumation ne se déroule que dans sa cathédrale. On a dit qu'il ne s'agit pas d'une messe d'inhumation, il s'agit d'une escale de prière comme ça se fait autour de ce corps depuis le décès. On était déjà au mois de juin. Mais l'autre chose dont je ne parle pas longuement, c'est qu'en fait, il y avait distorsion entre l'évêque de Nkonsamba et le cardinal Christian Toumi, qui lui aurait suggéré, c'est-à-dire cardinal à l'évêque de Nkonsamba, que en raison de leur voyage prochain à Rome, dans ce qu'on appelle visite à Lamina, où tout un clergé, tout un épiscopat rend visite au pape romain, on ne devait pas enterrer Ndormo dans la précipitation. Il a donc suggéré à l'évêque de Nkonsamba de garder le corps de Ndormo pour que au retour maintenant on lui donne la dignité qu'il méritait, semble-t-il. Et certaines informations de l'église l'attestent. L'évêque de Nkonsamba avec l'archevêque de Yaoundé étaient les deux évêques de l'épiscopat du Cameroun qui avaient levé le doigt pour voter contre le retour de Ndormo au Cameroun. Dans l'épiscopat, la majorité n'est pas les doigts, c'est plutôt ceux qui s'abstiennent. Donc, deux membres de l'épiscopat, quand ils ne sont pas d'accord, ça annule les effets. Alors, maintenant, comme l'évêque de Nkonsamba n'était pas d'accord, il ne voulait pas faire d'escale chez le cardinal. Le préfet, l'administrateur intervenant, disant qu'il ne peut pas accepter qu'il y ait des troubles dans son département pour un problème d'escale d'un cadavre. Et donc, c'est même lui qui est en tête du cortège qui précède l'entrée du corps de Monseigneur Albert Ndormo à la cathédrale de Douala, où il y a donc une prière. Le corps a quitté Douala pour Nkonsamba. En Nkonsamba, on nous raconte que des dignitaires de l'Ouest se sont déplacés vers l'évêque de Nkonsamba pour s'associer à la préparation des obsèques dignes, en disant ça c'est notre frère aîné, c'est notre fils, c'est parce qu'il luttait pour nous que ce qui lui est arrivé est arrivé. Réponse de l'évêque de Nkonsamba, je ne veux pas de récupération. Conclusion, il organise donc les obsèques. Le jour même des obsèques, à l'heure où le prêtre organisateur monte au micro et dit nous sommes ici aujourd'hui, la tribune s'écroule. Les Frundi qui étaient à l'époque les hommes en vue, les Ndamdouya, on les a sortis des morceaux de planche parce que des gens avaient accouru en Nkonsamba pour rendre honneur à Ndormo. Pourquoi? Parce que évêque des lieux, il avait transformé la communauté. On n'était plus musulmans, on n'était plus animistes, on était fils de Dieu. Et donc à ces obsèques, cette fédération s'est encore manifestée autour de son corps. Blaise Pascal Talla témoigne que partout où il y avait querelle autour de son corps, quand on soulevait le cercueil, le visage était froissé. Là où il y avait la joie, le visage était détendu. Après, on va sortir les gens, on va courir encore un peu et on va avancer. Ça, nous sommes en 92. Lorsque, en 98, Monseigneur Paul Etoga, qui est dans l'histoire le premier évêque noir de l'espace français de l'Afrique noire, meurt à Yaoundé, à la messe d'inhumation organisée par Monseigneur Jean Zoua à la cathédrale de Yaoundé, le président de la République est impliqué dans le protocole. Ça veut dire qu'avec le protocole présidentiel, aucune minute ne doit être en balade. Mais c'est lorsqu'on est à la mise en bière qu'on constate que
on a oublié à Balmayo le chasuble de l'évêque défunt. Et le protocole catholique dit qu'on ne peut pas enterrer un homme de Dieu sans le chasuble. Et la conclusion a été qu'on ne peut plus modifier le programme présidentiel. Cette histoire, jusqu'à ce que d'autres contestent, disons que Jean-François aurait offert à l'évêque défunt son chasuble. La faute est partie d'où? Certainement du jour où Paul Etoga, fâché de Jean-François, lui a dit « Je ne te donne pas l'opportunité de t'incliner sur mon cercueil un jour ». Ce 20 mars 1998, à l'ouverture de la messe. Exactement ce qui s'est passé en Konsamba. À l'heure où Monseigneur Xavier Amara, curé de la cathédrale, prend le micro pour dire « Au nom du Père, pour l'ouverture de la messe », Jean-François s'écroule. Il est transporté aux urgences. Xavier Amara, qui était parti suivre Jean-François, revient en soutane noire. Ceux qui étaient fidèles de l'église ont compris. Jean-François était mort. Mais on a gardé l'information pour ne l'annoncer qu'à la fin de la messe, parce que le protocole de l'église catholique dit qu'une messe commencée doit être achevée. On a informé le président de la République, on a fait la messe jusqu'au bout et à la fin on a annoncé. Est-ce que c'est l'application spirituelle de la menace de Paul Etoga? Mais il semble qu'en côtoyant l'histoire de l'église, des phénomènes de ce genre se passent quelque temps après. L'évêque de Konsamba va recevoir des émissaires de Rome qui vont lui tendre un papier de remplir. Lorsqu'il va remplir les pointillés, on lui dit « lis ». Il va lire. Ça va s'achever par « je ne suis plus évêque de Konsamba ». Je conclus dans ma thèse que pour s'être opposé au retour de Ndormo et que Ndormo est rentré, la cohabitation n'était plus possible. Les divinités ont réglé le compte. Cet évêque avait fait 19 ans d'épiscopat de Konsamba. Son nom a presque disparu. Pourtant, le nom de Ndormo, qui n'a fait que 6, continue à prospérer aujourd'hui, 50 ans après le procès de Yaoundé. Ce qu'on retient de l'histoire de Ndormo, c'est l'actualité maintenant. C'est-à-dire que maintenant, vous allez aller au niveau de toutes les églises, voir que les gens se battent pour l'autonomie de leur église, autonomie financière, autonomie matérielle et tout ça. Il y a plusieurs quêtes qu'on organise à l'église. Parce que l'église se rend compte elle-même en Afrique que si elle ne se débrouille pas pour créer ses propres moyens, la dépendance va être très difficile. Alors, Ndormo avait initié ça il y a longtemps. On va se rendre compte aujourd'hui avec tous les combats dont l'Afrique est exposée, que l'église doit réajuster ses positions pour parler à ses fidèles et non être la rallonge du discours colonial sur le terrain africain. Et on va se rendre compte également 50 ans plus tard que c'est maintenant que les Ndormo renaissent. Et donc on voit la montée au sein de l'église des prêtres qui veulent se former, même académiquement, pour être au niveau de la pensée sociale, n'est-ce pas, savoir parler aux jeunes qui montent et non plus tenir le discours du humanitarisme colonial et infantile, comme l'avait dit l'abbé Bernard Cuissy. Aujourd'hui, l'église doit être une église debout, qui a été célébrée à l'occasion de la célébration du centenaire. Des évêques ont prononcé des discours qui montraient un air de rupture totale avec la politique vaticane. Et le maintien de Dieu, qui est toujours le socle. Et Père 20 va conclure en disant que la seule chance du monde aujourd'hui, c'est l'Afrique. Et que si hier, la forme de l'Afrique a été un point d'interrogation qui interrogeait le monde, l'impérialisme l'a dit, l'Afrique s'interroge maintenant en termes d'introspection et trouve que c'est en retournant à ses propres sources personnelles que l'Afrique doit trouver les ressorts pour rebondir. Et là, quand on étudie la vie de l'Église dans cette trajectoire, les monseigneurs Ndormo ont été des précurseurs.